Ici, à Williamsburg, deux mondes se croisent à chaque coin de rue. Des cafés à vélo, des galeries d'art et des lofts rénovés se heurtent à des rangées de maisons basses, des poussettes alignées et des filières de prières qui se répètent en yiddish. On dit parfois, à la blague ou à la provocation, que les Hassidim ont acheté New York. Quand je suis arrivé pour enquêter, je suis parti de cette phrase comme d'un point de départ. Une assertion sensible, une promesse de récit, et surtout une question, qu'est-ce que cela veut vraiment dire? Ont-ils acheté la ville, ou ont-ils, par d'autres moyens, construit une présence matérielle et culturelle difficile à ignorer? Je marche les premières heures au lever du jour. Les vitrines des cafés hipsters reflètent la façade des petites boucheries cachères. Des enfants en cafetan s'élancent vers l'école, pendant que des travailleurs passent avec leurs casquettes modernes. L'air transporte des odeurs de pain frais et d'épices, des fragments de prière et le moteur d'une ville qui ne dort jamais. Visuellement, la cohabitation frappe. Socialement, elle pose une énigme. Comment une communauté si attachée à ses codes, à sa langue, à ses écoles religieuses, à ses rythmes, a-t-elle fini par peser si fortement sur le paysage urbain de Brooklyn? C'est cette tension que je veux explorer, sans raccourci ni rhétorique facile. Pour garder le cadre, il faut d'abord nommer les acteurs avec précision. Hassidim n'est pas un groupe monolithique. Ce terme regroupe des dizaines de dynasties, de traditions et d'attitudes. Les branches que l'on rencontre le plus souvent à New York incluent Lubavitch, souvent appelé Chabad ou Lubavitch, connu pour son intense activité d'outreach et sa présence mondiale, et Satmar, plus centré sur la préservation communautaire et historiquement plus réservé sur l'engagement extérieur. Entre ces pôles existent d'autres courants, chacun avec ses propres règles sociales, ses rabbins charismatiques et ses manières de vivre la foi. Lorsque je le dis aux gens que j'interroge, je commence presque toujours par cette mise au point. Parler des Hassidim au singulier, c'est risquer d'effacer des différences essentielles. L'histoire explique une grande part de cette singularité. Beaucoup de familles aujourd'hui à Williamsburg ont des racines qui plongent en Europe de l'Est. Les récits collectifs portent la marque du traumatisme. La Shoah a décimé des communautés entières, et ceux qui sont arrivés à New York après la Seconde Guerre mondiale ont souvent fait le choix de se reconstruire en s'attachant fermement à leurs institutions et à leur identité. Ce n'est pas seulement une réaction au passé, c'est aussi une stratégie de survie culturelle. Comme me le rappelle Yoni, un rabbin Lubavitch rencontré devant la célèbre 770, le siège spirituel du mouvement, notre mission, c'est de garder les lumières allumées. Chaque école, chaque Shabbat, c'est une victoire contre l'oubli. Les archives municipales et familiales montrent des vagues migratoires. Des familles arrivant à la fin des années 1940 et dans les décennies suivantes, achetant des maisons modestes, investissant dans des commerces de proximité et créant des réseaux de soutien mutuel. Ces mouvements ne sont pas des conspirations économiques, mais des pratiques familiales et communautaires qui, cumulées sur plusieurs générations, produisent une présence matérielle significative. Là où la ville change rapidement, gentrification, augmentation des prix, transformation des usages, ces communautés ont souvent répondu par des stratégies d'achat ciblées, par des mariages qui tissent des alliances et par une transmission patrimoniale qui privilégie le logement familial. Sur le terrain, l'expression de cette présence matérielle est visible. Façades arborant des plaques hébraïques, petites épiceries cacheurs qui semblent défier les cycles économiques, immeubles où se succèdent jeunes mères et grands-pères fidèles au même quartier depuis des décennies. J'observe comment les garçons et les filles sont élevés dans des sphères séparées. Comment les écoles, les yeshivot pour les garçons, les écoles pour les filles, structurent le quotidien. Et comment la langue, souvent le yiddish pour une partie importante de la communauté, crée une barrière pratique avec le monde extérieur. Le yiddish, que certains enfantent encore comme langue maternelle, n'est pas uniquement un trait culturel nostalgique, c'est un ciment identitaire. Pour beaucoup, parler yiddish, transmettre les chants hassidiques et apprendre le Talmud dès le plus jeune âge, ce sont des actes de préservation. L'approche de la modernité n'est pas uniforme non plus. Certaines branches, comme Lubavitch, développent une stratégie très active de présence dans le monde. Envoyer des émissaires, ouvrir des centres, utiliser des supports contemporains pour diffuser des enseignements. D'autres groupes adoptent une posture de prudence, limitant l'accès aux médias, aux technologies et à certaines influences extérieures. La conséquence est une mosaïque où coexistent téléphones dits « kochers », des appareils bridés pour empêcher l'accès à Internet jugé dangereux, et des start-up dirigées par des jeunes hassidiques qui travaillent dans l'informatique ou conçoivent des micro-technologies adaptées aux pratiques religieuses. Cette adaptabilité sélective est l'un des points que je veux comprendre.
Comment préserver l'identité sans renoncer totalement aux outils du monde extérieur? Dans cette enquête, j'ai rencontré plusieurs témoins qui incarnent des trajectoires très différentes. Frida, aujourd'hui guide touristique spécialisée dans les quartiers juifs de New York, a grandi dans une famille hassidique et choisit de partir. Je l'ai retrouvée un matin près d'une librairie où elle donne parfois des visites. J'ai aimé la musique, les repas partagés, la chaleur des fêtes, m'a-t-elle dit. Mais j'ai aussi senti que certains choix étaient édictés, qu'on n'avait pas toujours le droit de dire non. Son mot est sec et mesuré, sans caricature. Il raconte l'amour et la constriction à la fois. Frida conserve une connaissance intime des rites, des pratiques et des couleurs du quartier. Et c'est précisément cette connaissance qui lui permet aujourd'hui d'expliquer de l'intérieur ce que beaucoup perçoivent comme opaque. Harry, lui, incarne un autre chemin. Il a grandi dans un milieu satmar et a quitté la communauté à l'âge adulte. Sa parole est plus rugueuse sur certains points. Sortir, ce n'est pas seulement changer d'adresse, c'est perdre un réseau entier. On se retrouve isolé, parfois sans famille, sans aide. Le coût social du départ est un thème récurrent dans les témoignages d'anciens membres. Perdre le soutien matériel et affectif, être ostracisé, voir des proches rompre les liens. Ce sont des réalités lourdes, parfois dramatiques. Mais parmi ceux qui partent, certains trouvent aussi de nouvelles formes de liberté, des études, des métiers, et une relation renouvelée au monde extérieur. La vie quotidienne montre à la fois la force du collectif et la place de la religion au centre de l'existence. Les rituels structurent le temps. Le Shabbat impose une pause hebdomadaire complète, avec ses logements préparés, ses doubles cuisines qui permettent de respecter les lois alimentaires, ses limites technologiques pendant 24 heures. La mezouza, clouée sur les linteaux, rappelle constamment la dimension sacrée de l'espace domestique. Les yeshivot, avec leurs longues heures d'études talmudiques, forment des groupes d'hommes dont la vie est organisée autour de l'apprentissage et de la prière. Pour beaucoup, ce n'est pas une vie séparée par caprice, mais un choix collectif pour maintenir une continuité religieuse et culturelle. Les symboles matériels jalonnent l'espace. 770 Eastern Parkway, bâtiment emblématique des Lubavitch, fonctionne comme un repère spirituel et social, un point d'orientation qui donne sens aux déplacements et aux engagements. Les marchés cacheurs, les boucheries spécialisées, les librairies religieuses, les ateliers de couture de perruques, ces lieux forment un écosystème économique autonome et interconnecté. Mais cet écosystème n'existe pas en vase clos. Il fréquente le monde extérieur. Il négocie des liens avec les autorités locales. Il répond aux pressions des marchés immobiliers et des transformations urbaines. Là encore, la prudence s'impose. Observer une concentration d'entreprises appartenant à des familles hassidiques dans une rue ne suffit pas à conclure à une stratégie d'achat coordonnée à grande échelle. Cela témoigne plutôt d'un réseau de proximité, de confiance familiale et d'une transmission patrimoniale intergénérationnelle. Une des clés de cette présence robuste, que j'ai souvent entendue au fil de mes interviews, tient à la notion de capital social. Lorsque les familles marient leurs enfants au sein de la même communauté, que la transmission des biens se fait selon des pratiques familières, que la solidarité s'exerce à chaque étape, de la naissance au deuil, se crée un maillage de ressources partagées. Ces ressources ne se limitent pas à l'argent. Elles incluent la connaissance des prix, l'accès à des artisans fiables, des prêts informels, des appuis institutionnels. Dans un marché immobilier volatile comme celui de New York, un réseau dense permet parfois d'acquérir et de conserver des biens que des acteurs isolés auraient du mal à maintenir. Des commerçants que j'ai rencontrés, sans vouloir exagérer, parlent d'une stratégie de long terme, acheter petit, maintenir des loyers accessibles à la communauté, transmettre le bien à la génération suivante. Dire cela n'équivaut pas à affirmer qu'il existe un projet politique ou financier secret visant à acheter la ville. C'est plutôt observer une logique familiale et communautaire de conservation et d'investissement. Sur le plan de l'éducation, la priorité donnée à l'apprentissage religieux engendre des choix dont les conséquences se lisent sur le long terme. Les garçons peuvent passer de longues années en yeshiva, ce qui, dans certains cas, retarde l'entrée sur le marché du travail ou l'obtention de diplômes séculiers. Les filles reçoivent souvent un enseignement différent, centré sur la transmission des valeurs domestiques et religieuses, bien que les nuances varient d'une communauté à l'autre. Ce modèle éducatif crée une dynamique démographique, des familles nombreuses, des liens intergénérationnels forts, et une stabilité communautaire qui, additionnée à la poursuite de l'habitat dans les mêmes quartiers, produit mécaniquement une densité humaine et culturelle marquée. Mais il faut aussi évoquer la technologie.
Un terrain où la tension entre préservation et adaptation devient évidente. Certains appareils sont conçus pour répondre aux interdits. Les téléphones cochers se vendent comme des instruments permettant de rester connectés sur le versant professionnel ou familial, tout en bloquant l'accès à des contenus jugés nuisibles. À l'opposé, j'ai rencontré des jeunes entrepreneurs assidiques qui développent des solutions numériques, applis religieuses, plateformes d'études, innovations pour la pratique cultuelle, souvent pour la communauté elle-même. Cette dualité illustre une attitude pragmatique. Refuser l'acculturation totale ne signifie pas renoncer à l'innovation. Au contraire, cela favorise parfois l'invention d'outils adaptés. En marchant dans Crown Heights ou Borough Park, on sent aussi la présence politique. Des représentants communautaires, des organisations caritatives, des centres éducatifs. L'engagement civique prend des formes différentes, certains soutiennent des campagnes municipales, d'autres plaident pour des budgets scolaires particuliers, et certains leaders religieux jouent un rôle dans la médiation locale. Là encore, la distinction est importante. L'influence politique n'est pas un pouvoir centralisé, mais la somme d'actions locales et d'intérêts partagés. Les alliances se tissent au fil du temps, souvent autour de questions pragmatiques, sécurité des écoles, zonage, services sociaux. Et l'immobilier, alors? C'est l'un des points où les récits se densifient et où l'on rencontre la ligne de crête de cette enquête. Sur certaines rues, il est indéniable que des bâtiments appartiennent à des familles assidiques depuis des décennies. J'ai vu des plaques foncières, des enseignes, des commerces transmis de père en fils. J'ai aussi parlé à des agents immobiliers qui décrivent des schémas d'achat d'un autre siècle, des ventes intracommunautaires et des shadow transactions qui restent dans les réseaux familiaux. Mais il faut maintenir la prudence journalistique. Observer n'est pas prouver. Et le fait que des familles assidiques possèdent des immeubles ne suffit pas à justifier une formule spectaculaire comme « ils ont acheté New York ». Ce constat demandé par le titre du film mérite d'être transformé en une enquête rigoureuse, repérer des preuves visuelles, des tendances. C'est la direction que je prends à partir d'ici. Après ces premiers pas et ces témoignages initiaux, si cette plongée vous intrigue et que vous souhaitez suivre la suite de l'enquête, où nous examinerons les mécanismes économiques concrets, parlerons en détail des acquisitions immobilières et entendrons davantage d'ex-membres et d'experts, abonnez-vous. Je continuerai à documenter, à vérifier et à donner la parole à ceux qui vivent de ces réalités. Revenons sur un point essentiel que j'ai souvent entendu de la part d'observateurs locaux. La phrase « ils ont acheté New York » fonctionne autant comme une métaphore qu'un constat matériel. Elle exprime une surprise devant la capacité d'une communauté religieuse à rester visible et influente dans un espace urbain en constante transformation. Pour la déconstruire, il faut suivre plusieurs fils, les pratiques d'achat et de transmission, les stratégies économiques des commerçants, la démographie et les réseaux sociaux qui se traduisent en pouvoir d'achat. C'est ce travail d'assemblage que je commence à dérouler ici. Dans les semaines qui ont précédé mes entretiens, j'ai rassemblé des témoignages de commerçants du quartier. L'un d'eux, qui tient une petite épicerie cachère depuis 30 ans, m'a expliqué comment l'activité fonctionne. Nous vendons aux voisins qui connaissent notre qualité. Nous employons des membres de la communauté. Et parfois nous prêtons de l'argent à une famille en difficulté. Ce type de relation crée un tissu d'échanges informels qui, cumulés, offrent une résilience économique. Une autre commerçante, propriétaire d'un atelier de couture qui fournit des perruques, m'a dit « La demande est constante, on ne part pas facilement. » Ces éléments, pris isolément, sont anecdotiques. Pris ensemble, ils tracent un portrait d'autonomie locale. Mais il y a des frictions. La gentrification met une pression forte sur les loyers et les prix fonciers. Des quartiers autrefois stables voient arriver des promoteurs, des investisseurs extérieurs et des résidents aux revenus élevés. Comment la communauté répond-elle? Parfois par la vente, parfois par l'achat. J'ai vu des familles vendre à des prix intéressants et partir, d'autres acquérir des biens pour loger des membres de la famille. J'ai aussi vu des projets immobiliers transformant des maisons basses en immeubles modernes et des voix s'élever dans la communauté pour garder un équilibre entre profit et préservation. C'est aussi sur ce terrain que se nouent les controverses internes. Les ex-membres m'ont raconté comment, parfois, les décisions d'achat ou de gestion d'un bien étaient prises par des figures religieuses ou par des réseaux familiaux, ce qui peut conduire à des conflits d'intérêts ou à des désaccords. D'autres ont évoqué des cas où la pression sociale poussait des familles à sortir le plus tôt possible un parent pour des raisons économiques ou de réputation. Autant de tensions qui montrent que la cohésion a un prix, et que les mécanismes de solidarité peuvent parfois exclure ceux qui n'adhèrent pas totalement. Avant d'entrer plus avant dans les chiffres, les hypothèses et les mécanismes précis,
il est utile de comprendre deux trajectoires individuelles plus en détail. Harry et Frida constituent, dans leur récit, des clés complémentaires. L'un témoigne des coups du départ, l'autre de la manière dont l'héritage culturel peut être réapproprié dans une vie nouvelle. Quand Harry raconte sa première nuit dehors après avoir quitté la communauté, sa voix se brise. J'ai réalisé que ma sécurité venait surtout d'un réseau de gens qui me connaissaient, qui me prêtèrent de l'argent, qui trouvèrent du travail pour un frère ou un cousin. Sans ça, c'est difficile. Sa douleur n'est pas une dénonciation générale, c'est une description d'une réalité concrète. Frida, elle, tient un récit plus mesuré. Je ne veux pas jeter la communauté. Je veux expliquer comment on vit là-dedans et pourquoi certains décident de rester. Son travail de guide la place dans une position singulière. Elle raconte avec affection et distance à la fois. La suite de l'enquête demandera de confronter ces témoignages aux archives, aux registres fonciers et aux statistiques démographiques. Il faudra regarder les actes de propriété, les schémas de succession et parler à des experts urbains et économiques. Mais même sans ces données encore compilées, certaines observations se dessinent clairement. La combinaison d'un haut taux de natalité, d'une forte cohésion familiale, d'une pratique religieuse qui valorise la continuité et d'une propension à investir dans l'habitat familial crée un effet de densification spatiale. Ce n'est ni fascinant ni mystérieux. C'est une logique sociale mise au travail sur le temps long. À mesure que je m'aventure plus profondément dans les rues, je me rends compte que le mythe de l'achat de la ville sert aussi à exprimer des peurs, celles des habitants nouveaux ou anciens qui voient leur quartier changer, celles des résidents qui craignent une forme d'entre-soi incompréhensible. Il sert aussi à rendre compte d'un pouvoir réel, celui de la présence humaine organisée, de la capacité à reproduire des institutions et des pratiques qui rendent un groupe incontournable dans le quotidien local. Dire cela ne tombe pas dans la rhétorique du complot, cela propose une grille d'analyse sociologique, la persistance culturelle se traduit parfois par une influence matérielle. Je m'arrête un instant devant une synagogue aux fenêtres ornées d'un vitrail discret. Une femme sort, porte un sac, et ajuste sa perruque avec un geste si naturel qu'il semble raconter une histoire. À l'intérieur, des enfants jouent dans la cour. Le contraste entre la normalité de ces scènes et l'énergie de la ville qui les entoure est saisissant. C'est ce contraste que je veux garder comme fil directeur. Comprendre les stratégies concrètes qui permettent la reproduction d'un monde distinct au cœur d'une métropole. Comprendre aussi les coûts humains pour ceux qui choisissent un autre chemin. L'enquête doit maintenant se diriger vers des preuves matérielles et des analyses chiffrées, vers les registres fonciers, vers les professionnels de l'immobilier, vers des chercheurs qui étudient la démographie urbaine. Mais avant d'ouvrir ces dossiers, il est important de rappeler une règle que j'ai retenue en parlant avec des rabbins, des commerçants et des anciens membres. Il est possible d'être à la fois critique et respectueux, curieux et prudent. Mon rôle ici reste d'observer, de recueillir, de croiser, et de poser des questions qui éclairent, plutôt que qui condamnent. Je prends note des premières pistes, transmission familiale, alliances matrimoniales, réseaux économiques locaux, stratégie d'achat ciblée, et adaptation sélective à la modernité. Ces éléments forment une hypothèse de travail. La suite de ce reportage cherchera à vérifier cette hypothèse, à mesurer la portée réelle de ces pratiques, et à comprendre comment elles s'articulent avec les dynamiques urbaines générales. Sur le pas d'une porte, une grand-mère me regarde avec curiosité. Elle n'a pas l'air surprise qu'un journaliste prenne des notes. Plutôt, elle semble habituée à cohabiter avec des étrangers curieux. Peut-être est-ce la leçon la plus simple à tirer de ces premières heures. Vivre ensemble, c'est accepter la présence de l'autre, même quand on ne le comprend pas totalement. C'est à partir de cette ouverture que je poursuivrai l'enquête, en cherchant à transformer l'expression spectaculaire du titre en une compréhension nuancée et documentée des forces à l'œuvre. Je reprends mes notes et mes enregistrements là où je les ai laissés, décidé à transformer impressions et anecdotes en preuves plus solides. Ma première démarche a été de me rendre aux registres municipaux, pas pour prouver une thèse sensationnelle, mais pour cartographier la réalité foncière telle qu'elle apparaît sur le papier. Qui possède quoi? Comment se transmettent les biens? Et avec quels instruments juridiques ces transactions sont souvent réalisées? Les bureaux d'archives et les bases de données publiques ne racontent pas d'histoire romanesque. Ils livrent des schémas, des répétitions, des réseaux d'acteurs. C'est ce que je veux montrer ici. Pas une conspiration, mais des pratiques répétées, normales dans beaucoup de communautés, qui cumulées donnent un poids sensible dans l'espace urbain. Parmi les documents que j'ai consultés, on retrouve fréquemment des ventes à des entités juridiques. LLC, copropriété, succession.
plutôt qu'à des individus isolés. C'est une procédure courante à New York, utilisée par des investisseurs de tous horizons pour organiser la propriété et la transmission. Dans le cas des familles hassidiques, ce recours aux structures collectives répond aussi à des logiques internes. Préserver l'immobilier pour la descendance, faciliter la gestion partagée et éviter des conflits successoraux publics. Un agent immobilier rencontré près de Borough Park me dit en substance: beaucoup achètent petit à petit. Un immeuble à la fois, pour loger la famille. Assurer un revenu local. Ce n'est pas un plan centralisé, c'est souvent le résultat d'achats familiaux et d'alliances matrimoniales. Ces alliances, justement, constituent l'un des leviers majeurs. Les mariages au sein de la même communauté tissent des liens patrimoniaux et économiques. Quand deux familles s'unissent, il ne s'agit pas seulement d'une union personnelle. Il y a souvent une consolidation de ressources, d'appui mutuel et de confiance réciproque. Dans un marché aussi nerveux que celui de New York, la confiance est une monnaie. Prêter sans garantie formelle, recommander un artisan fiable, connaître un notaire qui comprend les usages communautaires, tout cela compte. Ce capital social permet d'acheter plus vite et parfois de conserver des biens là où des acteurs extérieurs, isolés, auraient dû vendre. J'ai aussi interrogé des chercheurs en sociologie urbaine qui travaillent sur Brooklyn. Leur diagnostic est prudente mais éclairant. La combinaison d'un taux de natalité élevé, d'une préférence marquée pour le logement familial multigénérationnel et d'une forte densité de services internes, écoles, commerces, institutions religieuses, crée un tissu local résilient. Ils insistent sur le fait que cette résilience n'est pas unique aux Hassidim. D'autres groupes religieux ou ethniques opérant en réseau, immigrants, diaspora, utilisent des mécanismes similaires. Ce qui distingue parfois les Hassidim, c'est la permanence relative des pratiques culturelles, langue yiddish, école religieuse prolongée, et une volonté explicite de reproduction communautaire. Pour mesurer l'impact matériel dans la ville, il faut aussi regarder les chiffres démographiques et la géographie de la propriété. Les cartes urbaines que j'ai consultées montrent des poches de forte densité hassidique à Williamsburg, Borough Park, Crown Heights, et par plus petites ailleurs. Dans ces poches, les immeubles multifamiliaux et les petits commerces cacheurs forment un maillage cohérent. Mais attention, de là à affirmer que ils ont acheté New York, il y a un pas que je refuse de franchir sans nuance. Les données montrent plutôt une concentration locale, certes visible et influente à l'échelle de certains quartiers, mais qui coexiste avec d'autres dynamiques puissantes, promoteurs, fonds d'investissement, résidents aisés venus d'ailleurs. La réalité urbaine est plurielle. Pour aller plus loin, j'ai rencontré des propriétaires hassidiques qui acceptent de parler. Ils expliquent la logique très terre-à-terre de leur choix. Investir dans l'immobilier comme on investit dans les études des enfants, acheter pour loger une famille nombreuse, maintenir des loyers modérés pour permettre la reproduction des modes de vie. L'un d'eux, un commerçant qui tient sa boutique depuis près de 30 ans, m'a résumé la chose ainsi. Quand on investit dans un immeuble, ce n'est pas pour spéculer. C'est pour que mes fils et mes filles puissent vivre près des écoles, que mes neveux trouvent du travail près de chez nous. Cette phrase éclaire beaucoup. Il ne s'agit pas seulement d'une logique financière, mais d'un projet de stabilité. Sur le terrain, les conséquences sont tangibles. J'ai arpenté des rues où plusieurs immeubles semblent appartenir, sur plusieurs générations, à des familles apparentées. Certains locaux commerciaux tournent en boucle. La boucherie, la boulangerie, l'atelier de couture, le magasin de fournitures religieuses. Ces entreprises ont une clientèle captée par la communauté et une chaîne de valeur qui tourne souvent en circuit court. Pour l'économie locale, c'est parfois un avantage. Les quartiers restent vivants, les écoles et services fonctionnent, des emplois existent. Pour les voisins qui ne font pas partie de la communauté, cela peut aussi générer des frictions. Horaires des commerces, codes vestimentaires, attentes culturelles. Comprendre ces frictions est essentiel pour saisir la complexité de la cohabitation urbaine. Un élément qui revient dans les discussions est la notion de prévoyance. Préparer l'avenir des enfants. Cette prévoyance s'exprime par l'achat immobilier, mais aussi par des investissements moins visibles. Prêts familiaux, aides informelles, une économie de dons et de levée de fonds communautaires pour soutenir écoles et institutions. Certaines synagogues, écoles et organisations caritatives ont des fonds dédiés, et ponctuellement, ces instruments permettent d'acquérir ou de rénover des bâtiments. Là encore, ce ne sont pas des circuits occultes, ce sont des pratiques de solidarité connues et réglementées, souvent transparentes au plan local, mais qui contribuent à la capacité collective d'investir. Je suis allé voir aussi des agents immobiliers non hassidiques, pour entendre leur point de vue.
Ils reconnaissent l'existence d'un marché intracommunautaire robuste. L'un d'eux m'a expliqué la stratégie souvent observée. Acheter des logements modestes, les occuper avec des membres de la famille, attendre la hausse des prix dans le quartier, ou au contraire, maintenir la location à un niveau accessible, et transmettre. Ces stratégies peuvent paraître conservatrices, centrées sur le long terme plutôt que sur le rendement immédiat. C'est une différence d'horizon temporel. Là où certains investisseurs cherchent un profit rapide, d'autres misent sur la reproduction familiale. Au rayon des anecdotes révélatrices, j'ai documenté des transactions où des immeubles changeaient régulièrement de main entre entités liées. Les notaires consultés m'ont expliqué que ce type de circulation peut répondre à des raisons fiscales, de gestion ou de réorganisation patrimoniale, et non à une volonté de dissimulation. La transparence dépend des cas. Là où j'ai insisté, on m'a fourni des actes publics, des dates, des sommes, toujours dans le respect de la confidentialité demandée par certains interlocuteurs. Mon rôle n'est pas d'exposer nommément des personnes qui ne souhaitent pas l'être, mais de montrer des mécanismes reproductibles. La tech et l'économie numérique constituent une autre facette fascinante. J'ai rencontré des jeunes assidiques qui travaillent dans l'informatique, le développement d'applications et même la cybersécurité. Certains opèrent à l'intérieur de la communauté, créant des outils pour l'étude religieuse, la gestion communautaire, ou des services adaptés aux restrictions culturelles. D'autres travaillent pour des entreprises extérieures, parfois en freelance, et jonglent entre les deux mondes. L'apparente tension entre matérialisme moderne et ancrage religieux se traduit souvent par une adaptation sélective. On adopte la technologie qui sert la communauté, et l'on rejette ou bride ce qui est perçu comme menaçant pour la cohésion. Les téléphones kochers illustrent ce compromis. Appareils simplifiés, parfois vendus avec des offres de contenu religieux contrôlés, et montrent une volonté de gérer l'accès à l'information sans se couper complètement du monde. Mais la modernité a aussi un coût psychosocial. Pour beaucoup de jeunes, il existe une pression. Rester fidèle au code communautaire, ou partir vers des études et des métiers séculiers. Cette pression peut se traduire en tension familiale, en rupture, en ostracisme. Les récits d'Harry et de Frida l'illustrent avec force. J'ai passé des heures à écouter Harry revenir sur la fragilité du départ, la peur de perdre sa famille, l'obligation de se construire un réseau à l'extérieur, la difficulté d'obtenir des références professionnelles quand on a passé des années en yeshiva. Il me confiait « Tu dois apprendre à demander de l'aide à des gens qui ne te connaissent pas. Et ça, ce n'est pas naturel pour quelqu'un qui a vécu toute sa vie dans la confiance familiale. » Son parcours vers le secteur IT a été ardu. Études du soir, stages précaires, réapprentissage des codes culturels du monde professionnel. Frida, pour sa part, a transformé son héritage en ressources professionnelles. En devenant guide, elle a converti sa connaissance intime des rites, de l'histoire et des espaces en un métier qui questionne et apaise à la fois. Elle raconte des visites où elle amène des touristes au cœur de la vie hassidique, expliquant les coutumes, traduisant les chants, décrivant les fêtes. Pour elle, partir n'a pas signifié renier. C'était choisir une autre manière d'être relié à son passé. Elle observe aussi la douleur des familles, qui perdent un membre. Ils ne comprennent pas toujours le choix, et parfois la réaction est violente. Mais le temps change des choses. Certains reviennent, d'autres créent des ponts. Ces trajectoires individuelles me ramènent à une tension centrale. La frontière entre préservation et contrainte. Les institutions religieuses font vivre un monde qui protège ses membres, mais qui peut aussi enfermer ceux qui ne veulent pas suivre à la lettre. Les témoignages d'ex-membres me montrent que cette dualité n'est pas négationnelle. La même communauté peut être source de chaleur et d'étouffement. Dans mes entretiens, des rabbins ont, à leur tour, insisté sur la liberté de choix et la responsabilité collective de préserver l'identité. Yoni, le rabbin Lubavitch que j'ai rencontré près de 770, répétait « Notre souci, c'est la transmission. On ne force pas l'amour, on présente un chemin. » La réalité, entre ce que disent les leaders et ce que vivent les individus, est parfois contrastée. À mi-enquête, j'ai voulu saisir le regard des voisins non hassidiques. Leur expérience varie énormément. Certains apprécient la vitalité du quartier, la stabilité des commerces, la sécurité. D'autres regrettent la fermeture relative de certains espaces ou le manque d'accès à certaines ressources. J'ai recueilli des témoignages de résidents gentrifiés, d'anciens propriétaires et d'acteurs associatifs locaux. Un voisin qui vit dans la même rue depuis plus de 20 ans m'a dit « Ce quartier a changé, oui, mais il n'a pas été vidé. Ce qui est remarquable, c'est cette capacité à survivre et à se reproduire. On peut critiquer des pratiques,
mais il faut reconnaître une cohérence sociale. Ces paroles m'ont rappelé la nécessité d'éviter une vision manichéenne. En poussant plus loin l'analyse, j'ai essayé d'identifier des stratégies, formelles et informelles qui expliquent la robustesse matérielle de la présence acidique. La première stratégie est démographique. Des familles nombreuses qui procurent une masse critique. La seconde est patrimoniale. Acheter et transmettre le logement familial plutôt que de consommer le produit immobilier. La troisième est économique. Créer un écosystème de services qui capte la demande locale. La quatrième est institutionnelle. Des synagogues et écoles qui mobilisent des ressources pour l'acquisition et la maintenance de bâtiments. Ajoutez à cela le capital social, les prêts, les garanties informelles, la confiance interpersonnelle, et vous avez une combinaison puissante. Ces pratiques se rencontrent dans d'autres communautés, mais ici, elles se mêlent à une ferme volonté de reproduction culturelle. Pour contrebalancer mon récit, j'ai aussi rencontré des voix critiques au sein même des Hassidim. Des parents, des enseignants, des jeunes parlent de l'importance de l'éducation générale, de l'ouverture aux études séculières, d'un plus grand accès à la technologie. Dans certaines congrégations, on observe des réformes lentes, programmes scolaires qui incluent des matières laïques, initiatives pour l'emploi des jeunes, efforts pour améliorer la condition des femmes. Ces évolutions sont inégales et parfois contestées, mais elles existent. Elles montrent que la communauté n'est pas figée. Elle dialogue, débat et se transforme à son rythme. Approcher les questions de genre demande une attention particulière. Les études sur l'éducation des filles dans certaines branches montrent une tension entre la transmission des valeurs traditionnelles et l'accès à des compétences permettant l'autonomie économique. Des femmes hassidiques dirigent des associations, lancent des initiatives entrepreneuriales et cherchent des espaces de décision. D'autres restent dans des rôles plus traditionnels, soutenant la maison, les enfants et la vie communautaire. Là encore, il existe une pluralité d'expériences, et il est essentiel de ne pas essentialiser. Là où le récit devient sensible, c'est quand on doit parler de marginalisation et de sortie. J'ai entendu des récits bruts, menaces de rupture familiale, difficultés administratives, isolement. Les réseaux d'assistance pour ex-membres existent, mais ils sont souvent insuffisants face à la demande. Des organisations laïques et religieuses proposent des programmes de réinsertion, de formation professionnelle, d'aide psychologique. Harry m'a raconté comment une association municipale lui a permis d'obtenir un logement temporaire et de retrouver un travail stable. Son parcours montre que la société urbaine propose parfois des filets de sécurité, mais que ces derniers sont disjoints et fragiles. Revenons un instant à la dimension religieuse. La mission et le sens. Pour beaucoup, le cœur du projet n'est pas matériel. Les rabbins, les enseignants, les parents que j'ai rencontrés parlent d'une vocation. Préserver un mode de vie. Transmettre une pratique qui relie à une histoire et à une transcendance. Cette visée spirituelle colore les choix matériels. Acheter un logement, créer une école, organiser un Shabbat communautaire, ce sont des actes mêlant piété et prudence. Yoni me l'a rappelé. Nous n'achetons pas des pierres pour le pouvoir, nous bâtissons des lieux pour continuer à prier ensemble. Cette phrase me semble essentielle pour ne pas réduire la présence hassidique à sa seule dimension économique. Vers la fin de mon enquête de terrain, j'ai voulu rassembler toutes ces pièces dans un panorama critique. Qu'est-ce que la ville gagne, perd ou transforme face à cette dynamique? Pour la ville, la permanence de ces communautés signifie des quartiers vivants, des réseaux de solidarité et une diversité culturelle forte. Pour la communauté, la ville offre des opportunités économiques, des institutions publiques et une scène où négocier sa place. Les conflits émergent quand les horizons temporels divergent. La logique du court terme, de la spéculation et du profit immédiat rencontre la logique de la reproduction familiale et du maintien culturel à long terme. Ces tensions ne sont pas forcément antagonistes, mais elles demandent des médiations locales et des politiques urbaines sensibles. J'ai voulu conclure cette enquête par une séquence de synthèse, avec les personnes qui se sont montrées disponibles pour réfléchir en public. Réunis dans une pièce modeste, quelques leaders communautaires, des ex-membres, des chercheurs et des voisins ont débattu. L'échange a été parfois tendu, souvent généreux. Chacun apporte une pièce du puzzle, la crainte du changement, la fierté de la préservation, la douleur des départs, l'ambition d'un futur commun. Ce dialogue m'a convaincu d'une chose, les secrets dont on parle dans les titres à sensation ne sont pas des mystères occultes, mais des mécanismes sociaux et historiques, démographie, capital social, pratiques patrimoniales et sens religieux, qui, cumulés, expliquant une présence matérielle forte et visible. Alors, que révèle réellement notre titre provocateur?
Plutôt que d'affirmer que les Hassidim ont acheté New York, l'enquête montre que, dans certains quartiers, leur présence matérielle est le résultat d'un investissement collectif long, d'une capacité à reproduire des institutions et d'un réseau social efficace. C'est une présence qui prend forme par la persévérance, la planification familiale, l'économie de proximité et la volonté de transmettre. Il y a aussi des éléments d'adaptation technologique et d'engagement civique qui rendent cette présence plus complexe qu'on ne l'imagine au premier regard. Rien de surnaturel, rien d'occulté, des pratiques sociales comprises et observables. Je terminerai sur 3 observations ouvertes, qui évitent les réponses simplistes. Premièrement, la permanence communautaire est une force pour la ville mais demande des politiques qui prennent en compte la diversité des modèles familiaux et éducatifs. Deuxièmement, les départs et les ruptures montrent le coût humain de la préservation excessive. Les services d'accompagnement doivent être renforcés pour éviter l'exclusion. Troisièmement, le dialogue entre communautés, voisins et autorités locales est indispensable pour transformer les frictions en coopération constructive sur le logement, l'éducation et l'espace public. Avant de clore, je reviens à la scène que j'ai décrite au début. Une femme qui ajuste sa perruque, des enfants qui jouent, la ville qui bruissait autour. Ces images disent une chose simple. La coexistence est possible, mais exige des efforts de compréhension mutuelle. Mon enquête n'a pas pour vocation de trancher moralement, mais d'éclairer. Les secrets que j'ai révélés sont moins mystérieux qu'on ne le croit. Ils sont faits de transmission, de prévoyance, de solidarité et d'ambition religieuse. Les comprendre, c'est mieux pouvoir construire des politiques urbaines justes et des relations plus sereines entre voisins. Si vous avez des questions, des expériences ou des remarques basées sur ce que vous avez vu dans vos quartiers, dites-le dans les commentaires. Partagez ce reportage si vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes à mieux comprendre ces dynamiques. Merci d'avoir suivi cette enquête avec attention. Continuez ce dialogue, c'est déjà participer à la vie de la ville que nous partageons.